Les entreprises face aux limites planétaires, bonjour. Je suis aujourd'hui à nouveau, pour la énième fois avec Philippe Gauthier. Bonjour Philippe. Bonjour. On ne se quitte plus. Alors la dernière fois, tu es intervenu sur la question des métaux critiques, à la transition énergétique. Ça fait, je sais pas quoi, 4, 5 fois que tu interviens. Tes interventions sont assez appréciées par, certains décideurs à qui je parle du monde de l'énergie, donc bravo. Donc je réinvite pour parler d'un autre sujet aujourd'hui qui est le stockage, entre autres le stockage batterie, mais pas que. À quoi ça sert le stockage? Quel service ça rend? Tu vas nous en parler. Bon, on est assez détendu, hein. Moi, pour ceux qui sont en podcast, vous le voyez pas, mais là, moi, je suis en t-shirt et en polo à capuche, enfin sweat à capuche. Bon, quand je recevais Philippe Zawati, le CEO de Mirova, j'étais tout bien rasé, tout propre, veste, chemise. Donc pour Philippe Gauthier, je suis en sweat à capuche. Bon, non, non, mais voilà, ça va être une discussion assez détendue. Que dire d'autre avant de te lancer? Donc, réponse à quelques idées reçues sur ces questions de stockage et de batterie, mais aussi, ben, quel va être le besoin dans l'architecture des réseaux électriques futurs, où on va avoir de plus en plus d'énergie renouvelable d'origine variable, vent et soleil principalement. À quoi ça va servir? Dans quelle mesure est-ce que ça va être coûteux? Dans quelle mesure est-ce que ça va être contraint par des approvisionnements en métaux ou que sais-je? Mais voilà, quel sera le besoin et quel service ça va rendre? Dans quelle mesure ce sera indispensable? Et quelles sont les différentes formes de stockage qu'on pourrait avoir? Peut-être Philippe, toi, je pense que le mieux c'est de te laisser peut-être introduire le sujet, voilà, une dizaine de minutes sur un peu un état des lieux, sur voilà, de quoi on parle exactement quand on parle de stockage. Ouais. Euh, L'idée la plus populaire, la plus connue, la plus répandue du stockage, c'est que on utilise des batteries pour compenser les heures où l'éolien et le solaire ne fournit pas assez de courant. Ce qui n'est pas une vision qui est fausse, mais elle est incroyablement incomplète. Je dirais que c'est un petit peu l'arbre qui cache la forêt. Et même une batterie, ça peut se prêter à un grand nombre d'usages différents. Pensez par exemple à une voiture. Une voiture, on peut s'en servir pour aller travailler le matin. C'est un des usages les plus courants. Mais on peut se servir d'une voiture pour partir en vacances au mois d'août. On peut s'en servir pour faire du taxi. On peut s'en servir pour faire de la livraison de pizza ou de médicaments ou je sais pas quoi qu'on livre à domicile. Alors tout ça, c'est des usages différents à partir du même produit, une voiture, et ça répond à des besoins différents et je dirais l'économie, le système économique, la chaîne de valeur qui sous-tend chacun de ces usages-là est différent. Et dans le stockage, c'est un peu la même chose. Il y a plusieurs usages possibles, souvent à partir des mêmes technologies, et ça répond à des besoins différents. Il y a des chaînes de paiement, des valeurs attribuées à ça qui sont différentes. Alors, je le rappelle, ce qu'on connaît le plus, c'est ce qu'on appelle des services de capacité. On doit réfléchir le stockage en termes non pas de technologie utilisée pour faire le stockage. Enfin, on peut le penser comme ça, mais il est plus utile de penser en termes de services rendus. Est-ce que je fais du taxi ou est-ce que je fais travailler le matin? Alors, ce qu'on connaît le plus souvent du stockage, donc plusieurs heures de stockage pour compenser les périodes où il y a sous-production, ça s'appelle les services de capacité. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est l'échelle de temps. C'est des services qu'on réclame pour quelques minutes ou quelques heures. Et ça, c'est l'échelle temporelle qu'on a là-dessus. Mais il y a d'autres usages qui sont intéressants aussi, qui sont très utilisés, Donc c'est pas même. ne serait-ce du stockage pour le jour suivant, non? Donc on stocke quand il y a du vent, que sais-je, et on relâche le jour suivant. C'est moins Ou, fréquent, ça? ou même le jour même. Un des usages classiques de services de capacité, c'est d'accumuler de l'énergie solaire en fin de matinée, début d'après-midi, là, quand le soleil est à son zénith, et que la production dépasse Mhm. la demande. À ce moment-là, le prix de l'électricité devient très bas. Parce que sur production, sur le marché spot, l'électricité vaut pas grand-chose. Alors les gens qui ont des batteries achètent cette électricité-là, la stockent à vil prix, et en début de soirée, quand les gens reviennent du travail, que la consommation d'électricité augmente, on déstocke cette électricité à un prix largement supérieur parce qu'à ce moment-là, la demande est forte. Alors, ça répond à un impératif de stabiliser la production, de pas perdre l'électricité supplémentaire excédentaire en milieu de journée, ou peut-être en soirée, quand les éoliennes tournent très fort, on va stocker aussi.
Alors, tu as généralement deux déstockages classiques. Le matin, quand les gens partent au travail, ils se font leur café. Et quand ils rentrent du travail, ben, ils préparent leur repas. C'est les 2 heures de pointe là, les plus classiques durant la journée. Et les batteries vont équilibrer très bien ça, en achetant de l'électricité bon marché par la revendant plus cher. Alors, là où les compagnies font leur argent, en fait, c'est sur la différence de prix. Et plus la différence de prix est élevée, plus c'est rentable pour eux. Et c'est pour ça qu'il y a une espèce de ruée, ce truc-là. Mais en fait, il y a d'autres services qui sont moins visibles, je dirais, pour le commun des mortels, mais qui sont peut-être encore plus cruciales pour les compagnies électriques. Un des services, c'est les services de gestion de la fréquence et de la tension. On sait que l'électricité doit être livrée à une tension et à une fréquence qui est gérée de très très près, 50 Hz, 220 volts, et il faut injecter de l'électricité dans le réseau très rapidement, à des moments très convenus, pour que ces choses-là ne varient pas. Et ça, ça nous prend de l'électricité très, très, très réactive, parce que il y a des réseaux en France, je sais pas c'est le cas, mais il y a des endroits où les besoins sont réévalués toutes les 4 secondes par des ordinateurs, et ils vont admettre ou au contraire contraindre là, de l'admission d'électricité pour que ça reste toujours en équilibre. Vous savez, je vais ouvrir une parenthèse ici, mais mettons, supposons que vous avez un réseau où la consommation est d'1 mégawatt d'électricité. Je veux dire, il y a plusieurs clients, il y a une grosse centrale qui fournit 1 mégawatt. Tout ça est en équilibre. Et là, tout à coup, toi, Cyrus, tu as envie de te faire un café, tu ouvres ta bouilloire, ça consomme 1000 watts de courant, et là, tout à coup, l'appel de puissance sur le réseau n'est plus d'1 mégawatt, mais c'est d'1 million de watts plus 1000 watts. L'énergie apparaît pas de nulle part, hein, c'est thermodynamique. D'où vient l'énergie qui manque? D'où viennent les 1000 watts? Ils vont pas allumer une centrale supplémentaire pour fournir les 1000 watts. En fait, les machines qui produisent de l'électricité sont des grosses machines rotatives, c'est des turbines, c'est des choses comme ça. Ces machines-là ont une inertie. Ils ont de la masse et ils vont pas arrêter spontanément. À vrai dire, si tu tires 1000 watts de plus, la machine va ralentir un tout petit peu parce qu'il va y avoir un appel de puissance. Alors, l'énergie cinétique de la machine va être transformée en surplus d'électricité et tu vas produire, à tout moment, ça va être équilibré. De l'autre côté, si la machine ralentit trop, la fréquence et la tension ne seront plus respectées. Donc, éventuellement, il faut injecter de l'énergie supplémentaire dans le réseau. Les machines rotatives vont donc fournir un peu les petites variations, vont couvrir les petites variations, mais quand il commence à avoir des variations plus importantes, il faut injecter de euh, plus d'électricité. Un des problèmes qu'on a, c'est que bon, les éoliennes, ça va, c'est des machines rotatives, ils sont pas très grosses, mais il y en a plusieurs, donc ils fournissent de la masse. Mais les panneaux solaires, eux, c'est pas des machines en mouvement. Si il y a des variations de demande, ils peuvent pas fournir de la même façon en se mettant à ralentir ou en accélérant leur rotation si la demande diminue. Alors, c'est géré sur les panneaux solaires, soit par euh, des onduleurs qui ont une capacité de réaction rapide. Ils vont détecter un peu la demande de courant, ils vont ajuster ce qu'ils injectent. Ou alors, on peut mettre des machines rotatives entre les deux. Ce qu'ils font en Australie, ils ont des compensateurs synchrones qui sont en fait des machines rotatives qui produisent rien. On injecte du courant dedans, ils se mettent à tourner et ils vont réagir comme une génératrice ou comme une turbine aux variations de courant. On a créé de la masse en mettant une machine rotative lourde avec un volant d'inertie entre la source d'électricité et le consommateur. Et ça gère tout ça. Ça se fait très bien. Mais quand on a besoin de plus de tension, il faut injecter de l'énergie supplémentaire. Et c'est un service que rendent très bien les batteries, la gestion de la fréquence et de la tension. Je reviens sur mon concept Comment de on base. faisait
comment on faisait avant d'avoir les batteries modernes pour rendre ce service-là? Ben, c'est ce que je te disais, les machines tournantes, je sais pas moi, une turbine Ah à oui, d'accord. gaz ou même la turbine à vapeur d'une centrale nucléaire ont de la masse. Alors, il s'ajuste. Si la variation de demande devient très grande, à ce moment-là, on va allumer une machine supplémentaire ou on va commencer à turbiner de l'eau dans un step et on va remplir la grosse demande. Mais les très petites variations, OK. au moment où toi, Alors dans ce cas, au quel moment où tu allumes ta bouilloire pour OK. te préparer un café et que tu passes d'un million de watts à 1 million 1000 watts, ben, ces trucs-là, c'est absorbé, en fait, par l'inertie du réseau, de cette masse en mouvement qui est capable Dans ce d'absorber les cas, variations OK, bah, qu'on appelle l'inertie. je Mais, non, j'ai peut-être mal formulé ma question, mais qu'est-ce que les batteries apportent de plus que on va dire le système ancien? euh, Ou le de, pas le de système, on un, va dire dominant, existant. de un, ils permettent de faire de la gestion de la tension là où il n'y a pas de masse, par exemple, comme dans les panneaux solaires. Et de deux, on peut partir des batteries en très petites unités. Je veux dire, tu peux partir euh, en fait, dans un parc de batteries, il y a plusieurs îlots. On peut partir qu'un seul îlot à fois pour répondre à une petite variation de demande. Tandis que si on ouvre la turbine d'un step, ben là, tu as des grosses unités. Je sais pas, ça va être 50 mégawatts d'un coup, quelque chose comme ça. Si on part une turbine supplémentaire sur une centrale nucléaire, je pense on injecte 300 mégawatts d'un coup. C'est des grosses échelles. Les batteries peuvent faire quelque chose de très, très gradué, de très, très progressif. Donc, il y a un peu moins de pertes et de gaspillage. L'autre truc aussi, c'est que les batteries sont extrêmement rapides. Ils peuvent répondre en l'espace de quelques millisecondes. Alors, pour l'équilibrage du réseau, ça se fait beaucoup plus rapide. Même un step, le temps que ça se mette, la turbine se mette à tourner, ça va prendre, je sais pas, 10 secondes, 15 secondes pour que ça atteigne sa vitesse maximum. Il y a un petit délai, c'est pas très grave. En général, ça suffit. Euh, bon, puis, je sais pas, une centrale nucléaire, si on commence à injecter de la vapeur dans un autre truc, déjà, il faut avoir de la vapeur chaude en réserve, mais si on l'a, ça aussi, ça va se mettre, ça va prendre 10, 20, 30 secondes à commencer à tourner à plein régime. Donc, t'as quand même un avantage de souplesse, de rapidité et de pouvoir gérer ça en tout petites unités, là, en tout petit, je sais pas, j'ai juste le mot anglais en tête, là, les increments, bref, on peut monter par très, très petits paliers de façon très précise. Ça, c'est la gestion de la fréquence, de la tension. Euh, et ça se fait surtout au niveau du réseau de transport à très grande échelle au niveau du réseau. Mais on peut aussi utiliser les batteries plus près de l'utilisateur, du client final, pour faire de la gestion de la tension en basse tension. Euh, Par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez un data center, votre tension électrique doit être très, très constante parce que c'est des équipements sensibles. Vous pouvez rajouter une batterie localement pour gérer les variations de tension, puis être sûr que c'est toujours stable. Vous pouvez le faire aussi si dans une région, je sais pas, le réseau, des fois, peut manquer un peu d'électricité. La tension baisse un tout petit peu parce que la- 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 le fournisseur d'électricité diminue un peu la tension pour parce qu'il manque le courant ou que ça se rend pas. Euh, à ce moment-là, c'est des c'est ce qu'ils appellent les services de distribution pour équilibrer les trucs au niveau local plutôt qu'au niveau du région. Et c'est des injections de courant qui se font généralement à l'échelle de quelques secondes à quelques minutes. C'est pour résoudre des problèmes qui sont quand même assez ponctuels en général. Euh, un des services dont la plupart des gens sont pas conscients, c'est que les lignes électriques, surtout à notre époque où la consommation électrique augmente sans cesse, les lignes électriques souvent sont congestionnées. Alors, il peut arriver si vous êtes au bout d'un réseau de distribution qui a été construit il y a un bout de temps, il s'est construit beaucoup de nouvelles maisons, la demande électrique de chaque maison a augmenté, les gens ont acheté des voitures électriques. Ça se peut qu'aux heures de pointe, le réseau de distribution soit pas capable de fournir l'entièreté de la dépense, de la consommation, parce qu'il y a un goulot d'étranglement quelque part. Le fil qui se rend à votre quartier est limité, mettons, à 1 mégawatt, et à l'heure de pointe, la demande, ça devient 1,1 mégawatt, par exemple.
À ce moment-là, bon, la façon traditionnelle, c'est de construire des lignes électriques supplémentaires, mais c'est très cher, c'est dérangeant, ça dépare le paysage là, si on reconstruit trop gros. Alors, ce qu'on peut faire, dans cette zone-là qui manque d'électricité à certaines heures de pointe, on rajoute une batterie qui va fournir le réseau localement. Alors, durant les heures creuses, la batterie se remplit à partir du réseau. Et durant les heures de pointe, où il y a un plus grand appel de courant, la batterie se décharge et fournit le 0,1 mégawatt, par exemple, qui manque. Et on n'a pas besoin de reconstruire le réseau, ou en tout cas pas avant très longtemps. Ça, on appelle ça des services de gestion de la conjection. Ça, généralement, c'est un appel de puissance qui va durer quelques minutes ou quelques heures, généralement à des heures de pointe là, ou des heures critiques là, durant la journée. Alors, ça, ça se fait beaucoup. J'ai partagé quelque chose sur LinkedIn récemment à propos du Vermont qui fait quelque chose comme ça. Ils ont beaucoup de zones en montagne qui peuvent être dérangées par la neige en hiver. Les lignes peuvent être coupées. Alors, pour assurer qu'il y aura toujours de l'électricité à quelque part, le temps qu'ils rétablissent le courant, ils pensent à installer des batteries localement qui vont fournir des micro-réseaux qui vont être isolés pendant quelques heures, le temps qu'ils rétablissent le courant. Et c'est moins cher de faire ça que de reconstruire le réseau, par exemple, en enterrant tous les fils sur des dizaines de kilomètres. Ça serait très, Mmh. très cher et un peu difficile à gérer. Donc, dire, ben, on accepte que le Je réseau va suis être devant ton interrompu. post et Pardon? non, je suis devant ton post et l'article que tu as partagé, je vais le mettre en lien dans la Mhm. description Donc, du podcast ou il y a du toutes sortes YouTube. d'usages très créatifs qu'on peut faire des réseaux comme ça, des batteries, pour renforcer les réseaux, pour pallier leurs faiblesses, pour assurer plus de stabilité. Donc, ça dépasse Hmm. un tout petit peu la simple notion de on va injecter on va stocker du courant et le réinjecter quand les Ouais. panneaux solaires C'est c'est fourniront pas. les services auxiliaires, quoi. Ancillary services. Il Ouais. y en a une variété. C'est ça. Ok. Et ces Ok, ok. services-là ont de la valeur en soi. Je veux dire, quand on vend de l'électricité pour stabiliser le réseau, c'est un service, le distributeur d'électricité, RTE ou je sais pas qui, est prêt à payer pour ça. Et quand la compagnie qui possède les batteries facture, elle facture pas seulement que le prix de l'électricité qui a été injecté, la valeur à ce moment-là, mais il y a aussi une surprime parce que voilà, on vous a rendu un service utile, on vous a aidé à balancer votre réseau l'équilibrer et la compagnie électrique est très contente de payer pour ça et elle est contente de payer pour pas avoir à reconstruire une ligne de distribution parce qu'une batterie locale va très bien faire le boulot pour moins cher. Donc ces services-là ont de la valeur. Ils sont facturés en conséquence. Euh, il y a une question qui se pose pour l'avenir. Il peut y avoir saturation. Si tout le monde se met à produire des batteries parce qu'ils veulent faire des services de capacité, injecter beaucoup de courant là, pour quand les panneaux solaires fournissent pas, il se peut à ce moment-là, toutes ces batteries-là, quand c'est des batteries qu'on utilise, ils peuvent très bien faire l'un ou l'autre des services. Ils sont interchangeables. Les batteries offrent beaucoup de souplesse. Mais il peut arriver que si tout le monde a des batteries disponibles pour faire de la gestion de la fréquence et de la tension, que tout le monde a ces services-là à offrir et qu'ils soient en compétition et que les prix pour le service deviennent très, très bas. Et qu'à ce moment-là, la surprime pour le service, le coût final, c'est presque le prix de l'électricité plus une très petite surprime. Il peut y avoir saturation. Alors, les compagnies électriques, les compagnies qui gèrent des batteries, doivent non seulement évaluer les besoins du réseau pour des services, par exemple, de capacité, mais doivent aussi se dire, est-ce que les services de capacité me paient assez ou est-ce que j'ai besoin des services, disons, de gestion de la tension pour faire mes frais? Et là, si je rajoute trop de capacité, est-ce que je ne vais pas saturer mes services de tension et leur faire perdre de la valeur? Donc, au niveau des décisions financières qui sous-tendent la décision de parc, c'est pas juste un critère technique de combien j'ai besoin d'électricité, il y a aussi à quel prix je vais être capable de la vendre. Est-ce que mon service va encore avoir de la valeur ou est-ce que je vais avoir une offre trop grande de services? Et au fur et à mesure que les réseaux électriques évoluent, si on va avec moins d'électricité de base produite en grande quantité sur une base régulière, du nucléaire ou du gaz par exemple, et qu'on va vers plus de services renouvelables
à des bivariables, à ce moment-là, les besoins en services de stabilisation augmentent. Donc, il y a un équilibre à trouver entre la progression des énergies renouvelables et la progression des batteries pour qu'ils continuent à faire leurs frais. Et c'est pas seulement qu'une question de Mmh. combien de réserves on veut, c'est aussi quels sont les besoins en services de stabilisation. Mmh Ça mh. pose par exemple par exemple le problème pour ce qu'on appelle le vehicle to grid, l'idée qu'on pourrait brancher nos batteries de véhicules électriques pour soutenir le réseau, que ça serve de réserve de batterie. Euh, les batteries de voitures électriques coûtent assez cher et il faut compenser les gens qui branchent leur batterie pour l'usure de leur batterie, sinon c'est pas intéressant. Donc si vous offrez votre batterie comme réserve au réseau, il faut que le réseau vous compense de façon qui va compenser l'usure prématurée de la batterie. Enfin, c'est pas une usure excessive, mais il faut quand même le prévoir. Toutefois, s'il y a trop de gens qui se branchent, qui offrent leur voiture, là, pour le moment, c'est pas le cas. Ces services-là sont un peu une vue de l'esprit. Mais supposons qu'on arriverait dans un futur où ces services-là deviennent très populaires, qu'il y a 20 millions de voitures en France qui sont branchées sur le réseau. Il y a peut-être une Mmh. surcapacité Mmh. de, de batteries, trop de gens qui veulent offrir de l'électricité. Et à ce moment-là, Ouais. comme l'électricité stockée a presque plus de valeur parce que l'offre est excessive, là, on serait plus capable de payer le fournisseur individuel, propriétaire de voiture, à la juste valeur du service qu'il rend. Donc là aussi, il y a un équilibre à trouver. Cela dit, Mmh. je OK. sais pas sur 10 ou 20 millions de voitures, quel pourcentage de voitures va être branché en tout temps et donc disponible. Mon impression, c'est que ça va être assez faible. Donc, on va probablement trouver un équilibre à quelque part, mais ces équilibres-là ne sont pas encore connus. C'est des choses qu'on découvre un peu au fur et à mesure où on avance dans ces nouveaux territoires-là. C'est-à-dire, on en apprend Oui, tous ça les ça jours. ça ça en est au stade expérimental et il y a des simulations des gestionnaires de réseau qui imaginent, dans 2040-2050 quand on aura atteint tel taux de pénétration des énergies renouvelables, variables, peut-être que le véhicule to grid pourra rendre tel ou tel service, mais enfin, on en est encore au stade de l'expérimentation de toute façon, là, Ouais. Mais dans ces c'est la expériences-là, la difficulté, c'est que le prix de l'électricité et la valeur du service est elle-même dynamique. Elle est appelée à varier dans le temps en fonction de l'équilibre entre l'offre de stockage et la demande de stockage. Et ça, c'est la partie compliquée de la simulation. Vous avez calculé combien d'électricité sont capables de fournir 10 millions de voitures si on vide pas la batterie plus que 30%, et si, je sais pas, 10% des voitures sont branchées au moment X. Ça, on le calcule très bien, c'est facile. Mais quelle va être la valeur de cette électricité-là par rapport aux besoins qui eux-mêmes varient dans le temps? C'est là que ça devient très compliqué là, pour faire des simulations. Donc, les simulations sont utiles, mais ça remplace pas entièrement l'expérience euh, de comment on va être là. Disons, ça nous donne des lignes directrices générales et après ça, il faut s'ajuster en temps réel. Maintenant, les OK. stockages, on a beaucoup parlé de batteries, mais il n'y a pas que les batteries. Il existe en gros 5 types de stockage et il y en a certains qui sont utilisés depuis très longtemps, même si on s'en rend pas trop compte. Donc, si on a parlé actuellement, les batteries, on appelle ça du stockage électrochimique. Alors, le courant électrique est transformé dans une espèce de produit chimique, là, dans du lithium ou quelque chose. Il change chaque atome de lithium là, accumule un certain nombre d'électrons. Donc, ça, c'est du stockage électrochimique. Mais on parle aussi de stockage chimique. Ça, c'est par exemple les projets qui reposent soit sur accumuler de l'hydrogène, accumuler du biométhane, accumuler, par exemple, de l'ammoniac comme carburant, quelque chose comme ça. Donc ça, c'est de l'électricité qui a été transformée en ammoniac, en hydrogène, et qu'on peut reconvertir en électricité, mais c'est du stockage chimique qu'on appelle. On utilise depuis très longtemps du stockage Alors, dans le mécanique. cas du biométhane, c'est si, par exemple, on produit énormément de gaz dans un méthaniseur, on le stocke quelque part et le jour ou la minute où on en a besoin, on le brûle pour en faire de l'électricité, quoi. C'est ça. Voilà, Ça, c'est on ça. aura stocké du biométhane quelque Dans, part. dans le cas du biométhane, c'est un peu différent parce qu'on part pas d'électricité. D'habitude, on part d'une biomasse quelconque qu'on va convertir en méthane et un jour, on pourra la reconvertir en électricité ou C'est l'utiliser ça. Ce sera un directement autre pour moyen de faire de la stockage. chaleur. Mais tu sais, actuellement, le biométhane est souvent brûlé au fur et à mesure pour produire de l'électricité de base. Mais Oui, oui. on peut aller vers un état, vers une situation où on utilise au jour le jour seulement les renouvelables variables
et le biométhane est stocké pour les jours où il va manquer un Mmh, petit peu de courant. Et là, à ce moment-là, on part des usines à gaz alimentées au biométhane. Les quantités de biométhane ne sont pas c'est ça. immenses, mais comme on s'en sert de façon ponctuelle, en fait, ça s'équilibre et ça permet d'équilibrer le réseau aussi. Ouais, ouais. Stockage Et mécanique, l'hydrogène, c'est bien si on le produit par on va dire, électrolyse de l'eau avec une électricité d'origine renouvelable. Donc on stocke l'hydrogène et on le réutilise le moment où on en a besoin. Alors, voilà. bah, pour refaire de l'électricité quand on en veut, mais il y a beaucoup de pertes, le rendement n'est pas top. Bon, bref, je ne sais pas où Le, ça en est ouais. et si ça Le arrivera à cycle quelque chose un jour à grande échelle. Le cycle de l'hydrogène n'est pas très bon, mais d'un autre côté, l'idée, c'est d'utiliser, au fur et à mesure qu'il va y avoir, que le pourcentage d'énergie renouvelable va augmenter, il va y avoir de plus en plus de circonstances où on va avoir trop d'énergie, qu'on va être obligé de... bon, j'oublie toujours le nom, là, en anglais, c'est du curtailment, en français, je l'ai dit, c'est de l'effacement. Voilà. On va faire de plus en plus Hmm. d'effacement. Cette électricité, plutôt que de la perdre, à ce moment-là, on peut la transformer en hydrogène. Et même si les pertes sont élevées, ben, de toute façon, on va remplacer 100% de pertes par, je sais pas, 60% de pertes. On a quand même gagné à quelque Certes. part. Euh, Quand on turbine de l'électricité nucléaire dans des steppes, t'as peut-être 30% de perte, je suis pas trop sûr. C'est pas 100% efficace comme truc, mais je veux dire, perdre 30% d'électricité par rapport à perdre 100%, j'ai pas les centrales nucléaires là, qui tourneraient à vide pendant la nuit, eh bien, on a quand même gagné, et ces trucs-là se rentabilisent depuis longtemps. C'est possible. Je veux dire, l'industrie est prête à payer en termes de perte d'énergie ou en termes d'argent, c'est un peu la même chose, en fait. C'est grossièrement équivalent. Est prête à payer pour avoir des services de stabilisation parce qu'ils ont de la valeur en soi. Alors qu'on les paye en argent ou qu'on Hmm. les paye en perte d'électricité en chemin, en fait, c'est un peu la même chose, le sacrifice qu'on est prêt à faire parce que le service au bout est utile. Donc, je reviens à l'énergie mécanique. Alors, L'énergie mécanique, c'est connu depuis c'est ça, longtemps. bah, c'est ça. Donc, ça fait la passerelle vers ce que tu. Alors, Ouais, c'est ça. stockage Je vous ai parlé de, électrochimique, je vous ai parlé de stockage chimique et donc stockage mécanique avec, bah, j'imagine, les STEP, stations de transfert d'énergie par pompage, voilà. des espèces de barrages réversibles qui permettent voilà, un stockage assez Ou même, flexible. Et c'est de même loin la forme de stockage la plus répandue aujourd'hui, hein, c'est ça, enfin, de loin. en France peut-être, mais je sais pas, au Québec, on a Même aucun. dans le monde, je crois que c'est 97% du stockage, c'est sous forme de STEP, hein. Non, je pense que c'est sous forme de barrages hydroélectriques normaux, des barrages avec les grandes retenues. Je veux dire, la notion de returbiner de l'électricité, de repomper de l'électricité derrière le barrage, ça se fait pas partout. Au Québec, c'est complètement inutile. On a des grandes rivières, on a des très grands barrages avec des très Ah, grands d'accord. réservoirs qui peuvent durer des mois. On n'a aucune espèce de step. Tout est derrière des barrages. Et on a un certain nombre de barrages au fil de l'eau aussi, qui eux ont pas de réserve du tout. Mais dans les grands Ah, barrages d'accord. Ok, ok. hydroélectriques, puis vous avez des grands barrages hydroélectriques aussi en France. Vous avez des réserves de, je sais pas, plusieurs jours ou quelques semaines ou je sais pas quoi. Mais au Ok. Québec, Ok. on a des Et ça, c'est réservoirs stockage mécanique de alors. 10 000 km² qui peuvent tenir des mois, en fait. Ouais, dans le mécanique, t'as pas seulement que l'hydroélectricité, tu as des trucs comme les volants d'inertie. C'est des grandes masses de métal de plusieurs tonnes en mouvement et c'est de l'énergie cinétique et on peut ralentir cette masse-là pour la retransformer en courant. Ça, c'est quelque chose qui va stocker de l'énergie sur un horizon de peut-être 15 à 30 minutes. Mais pour gérer les petites variations de courant, c'est très, très utile. À long terme aussi, il est question d'utiliser de l'air comprimé. On peut stocker de l'air comprimé dans des cavernes ou des choses comme ça. Et à ce moment-là, on détend l'air et on le turbine pour produire du courant. Ça, c'est un peu plus expérimental ou un peu plus, mais c'est quelque chose qui peut se faire. On a du stockage purement électrique aussi. C'est les condensateurs et les supercondensateurs. Ça aussi, c'est du stockage sur des horizons de temps assez courts, en bas de 15 minutes d'habitude, mais ça se fait depuis très longtemps. Je pense que en France, c'est quelque chose que vous faites depuis 50 ans pour euh, faire gérer des variations de courant qui sont assez petites. Bon, l'inertie des machines va absorber les plus petites, mais si on a besoin d'un petit peu plus de courant, sans avoir besoin de mettre toute une immense nouvelle machine en courant, on va puiser dans l'énergie qui est utilisée dans les supercondensateurs pour gérer des petites variations sur un horizon de quelques minutes. Et ça existe depuis Mhm. très longtemps, Ok. mais ça se passe loin de nos yeux, on ne sait pas trop. Euh, un horizon qui est
dont on commence à parler beaucoup, c'est le stockage sous forme thermique. Bon, Ah, c'est ça, j'allais dire. C'est le cinquième, hein, c'est ça. On ouais, en est au cinquième. c'est le cinquième. Bon, il est possible de Ok. stocker de l'énergie dans des réservoirs d'eau chaude que vous allez récupérer plus tard, quelque chose comme ça, ou on peut utiliser cette eau chaude-là, qui est peut-être pas très chaude, mais comme source d'énergie, par exemple, pour des pompes à chaleur. Mais on peut aussi faire du stockage géologique. Je veux dire, on peut creuser des très grands puits ou utiliser des cavernes pour stocker beaucoup d'eau chaude. Moi, j'ai vu une entreprise ici qui faisait ça. Hein, en été, ils avaient des panneaux solaires thermiques sur le toit. Ils stockaient de l'eau chaude pendant tout l'été dans d'immenses réservoirs géologiques. La chaleur se perd pas très vite, la roche est un bon isolant. Et ils repompaient cette eau chaude-là en hiver pour chauffer leur immeuble. Et en hiver, les réservoirs qui se vidaient d'eau chaude, ils les remplissaient d'eau froide qu'ils récupéraient en été pour faire la climatisation de leur immeuble. Bon, on fera pas ça dans D'accord. une résidence, mais dans le secteur commercial, institutionnel, où on a plus de moyens, il est possible de faire du stockage géologique. Et la façon la plus simple, finalement, de faire du stockage thermique, c'est simplement de surchauffer vos maisons quand l'électricité est abondante. Ça se fait pas encore actuellement, les recommandations. Les recommandations pour le chauffage de nos maisons, c'est garder la maison à 19 ou 18 degrés ou quelque chose comme ça pour sauver l'énergie. Et c'est très logique dans un système électrique où on fournit une énergie de base constante avec le nucléaire. C'est une recommandation super appropriée. Mais si l'énergie est variable et qu'il y a des journées où on a beaucoup d'électricité et d'autres où on en a moins, la recommandation est peut-être caduque. Peut-être qu'une journée d'hiver où il y a énormément d'électricité disponible et bon marché, on serait mieux de chauffer la maison, je ne sais pas, à 24 ou 25 degrés, accumuler de la chaleur comme ça, et le lendemain, quand il y a moins d'électricité, on laisse la température redescendre tranquillement. Vous avez peut-être 24 heures d'autonomie avant que la température descende à 18 degrés, que vous soyez obligé de repartir le chauffage. Et si on multiplie ça par le volume de toutes les maisons en France, on comprend qu'on peut stocker des quantités massives d'énergie en hiver. Mais ça prend quelque Ouais, chose c'est pour... une sorte de stockage, stockage thermique un peu low-tech, quoi. En fait, il y a rien à faire. Enfin, Il je n'y veux a dire, absolument rien à faire, à on part surchauffe parce que de toute façon, la difficulté, c'est d'envoyer un signal au client comme quoi là, c'est le moment de stocker. L'énergie est pas chère, est ouais, abondante, stocker. Il faudrait peut-être modifier les compteurs électriques des maisons pour qu'ils s'occupent de ça eux-mêmes. Et d'accord. et c'est une habitude aussi pour la population qui va devoir s'habituer à avoir des variations de chaleur. Je veux dire, des journées qui vont être très chaudes et d'autres ça va être très froid. C'est quelque chose sur lequel on n'est pas habitué, mais ça pourrait rentrer dans les mœurs. C'est pas quelque chose d'impossible. La Ok. capacité de stockage sous forme de chaleur est immense si on pense comme ça. Et quand on se demande comment on va gérer la demande en chauffage en hiver, c'est probablement une façon utile de penser au problème. Mais donc, alors, par contre, sur le stockage thermique, sur où ça en est, alors la perspective, je comprends, c'est même lorsque le soleil passe et qui fournit beaucoup d'énergie l'été, le stocker et le libérer en hiver. Mais où est-ce que ça en est, les technologies là-dessus? Est-ce qu'on peut imaginer un déploiement dès cette décennie, plutôt à partir des années 2030? J'aurais du mal à répondre là-dessus. L'entreprise dont je te parlais, qui faisait du stockage géologique, je pense que leur système a été mis en place aux alentours de 2004-2005. C'est quelque chose qui existe depuis très Hmm. longtemps. C'est seulement pas beaucoup pratiqué. Probablement que c'est assez coûteux. Eux, c'est une firme d'ingénieurs. Ils servaient de leur immeuble comme démonstrateur de leur savoir-faire. Et leur immeuble était coté lise, argent ou or, ou quelque chose comme ça. Donc, c'était un peu de la promotion pour leur expertise comme ingénieur. Mais on peut imaginer au moins que dans le secteur industriel, institutionnel, ça se fasse davantage. Eux, ils semblaient considérer que c'était rentable, mais c'est toujours le problème. L'investissement initial est quand même important. Puis Ok. c'est là, à mon avis, que ça accroche plus qu'au niveau technologique. Ok. Alors, chouette. Utile comme demi-heure de dire c'est quoi les services que ça rend le stockage, c'est quoi les différentes formes que ça prend. Donc, je vais retenter. J'avais jamais entendu les cinq familles, mais donc électrochimique, chimique, électrique, mécanique et thermique. Voilà, on peut m'applaudir, je pense. Bon, bref.
Merci. Et en plus, je comprends ce que je raconte aussi, c'est pas juste des buzzwords. Bon. Non, non, mais merci Philippe. Bon, je disais que voilà, il y a des gens qui apprécient tes Mm. interventions. Il y en a d'autres à qui tu casses les pieds aussi, et ils viennent se plaindre auprès de moi. Oh là là, il me casse les pieds. Bon, j'espère que pour le moment, Philippe n'a rien dit de particulièrement casse-pied. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à commenter. Hein. N'hésitez pas à commenter sous le, enfin, poliment, soit sous le post LinkedIn qui partage cette interview, soit Facebook, soit directement sous Ouais. YouTube, tout ça. Ah, ah, N'hésitez pas à commenter, on essaiera de répondre au mieux à vos griefs. Voilà, même si là, il y a- on n'a pas, tu n'as pas trop parlé de nucléaire et continuons je- à ne pas je- trop en parler. il y a une chose qu'on peut rajouter qui touche un peu le nucléaire, c'est que le stockage ne concerne pas forcément que les énergies renouvelables. À vrai dire, le réseau des STEP a été mis sur pied en même temps qu'on développait le réseau nucléaire en France, et c'est pas pour rien. Il y avait le nucléaire est quand même pas extrêmement réactif. Je veux dire, oui, il y a du suivi de charge, mais ça se fait sur plusieurs minutes. Et c'était plus rapide de répondre à des variations de demande rapides avec des steps. À l'illume, turbine, ça se fait très vite. Et aussi, comme l'électricité était de production assez inflexible, bon, maintenant, il y a le suivi de charge, mais au départ, c'était moins évident et ça faisait moins. Donc, les batteries étaient utiles pour pas perdre l'énergie qui était produite en surplus. Donc, même dans un système nucléaire, le stockage est utile. Et comme la capacité de nouvelles constructions de STEP est limitée, en fait, on pourrait stocker du nucléaire sur des batteries, il n'y a aucun souci. Je pense qu'aux États-Unis, ils stockent un peu de gaz sur des batteries. Quand l'électricité devient très bon marché en milieu de journée, il y a quand même un peu de gaz dans le mix et ça alimente les batteries aussi. Parce que une usine à gaz, ça prend plusieurs heures à la faire chauffer. Pendant ce temps-là, elle ne produit pas d'électricité. Alors, si la demande chute pour seulement une heure ou deux, ils gardent les batteries, ils gardent les usines à gaz en activité, les gardent chaudes au minimum, même s'ils injectent pas d'électricité sur le réseau. Mais tant qu'à les garder chaudes puis consommer du gaz, à ce moment-là, on peut produire de l'électricité et la stocker sur batterie. Donc, il faut sauter de l'idée que c'est uniquement pour stocker des renouvelables, ça peut servir à stocker n'importe quoi. D'ailleurs, Tout à fait. Non, non, monsieur. dans le temps, quand on stockait sur volant d'inertie pour de la stabilisation, qu'on stockait dans des supercondensateurs, c'est de l'énergie nucléaire, c'est de l'énergie thermique. Mais personne trouvait ça anormal ou surprenant. Donc les besoins Tout à fait. existent. C'est sûr qu'avec les énergies renouvelables à débit variable, les besoins vont augmenter. Et que la technologie des batteries est quelque chose de nouveau qui offre beaucoup de souplesse par rapport à ce qui se faisait avant, mais la notion de stockage n'est pas quelque chose de nouveau, Tout à fait. d'inédit ou qui vient d'être imaginé. Là. Alors, voilà, justement, bah, tu fais le pont vers le sujet que je voulais aborder dans la deuxième demi-heure. C'est bah, les besoins croissants en unités de stockage pour bah, intégrer de plus en plus d'énergie variable dans le mix. C'était bah, le tout premier service qu'on citait, hein, donc le service de capacité. Par où commencer, si ce n'est bah, à partir de quand est-ce que les besoins commencent vraiment à se faire ressentir? Je vais dire, bon, il fut un temps, on disait, oulala, à partir de 20-30% de éolien et de solaire dans le mix électrique, il va falloir mettre des batteries partout, etc. C'est pas tout à fait le cas, néanmoins, il y en a quand même un petit peu besoin. Et voilà, quelle quantité, on va dire, de batterie il faudrait pour un mix, on va dire, 70-80% éolien et solaire, par exemple. Ouais. Je dirais ça dépend un peu de l'endroit et de la configuration du réseau. Si je regarde le Québec, où l'électricité est à 95% hydraulique, hydroélectricité à 5% éolien, on n'a comme pas de carburant fossile, ça n'existe pas. Je veux dire, on a tellement de capacité de barrage qu'on peut très bien avoir, on pourrait multiplier là, le solaire et l'éolien pratiquement à l'infini, et on aurait toujours, on pourrait utiliser les barrages comme stockage plutôt que comme énergie de base. Et à ce moment-là, les besoins en Ok. batterie ici sont pratiquement nuls. Et il y a des politiciens qui disent le Québec devrait être la batterie de l'Est de l'Amérique du Nord. La batterie, ce serait une batterie hydraulique, en fait. Je veux dire, on fournit des services de réserve hydraulique. Alors, voilà. En France, évidemment, les réserves hydrauliques sont pas aussi élevées.
Et Non. Elles sont même déclinantes à cause des sécheresses. oui, ça c'est Et en malheureux. Europe, elles sont déclinantes à cause des sécheresses. Voilà. Ouais, ça c'est plutôt malheureux. Mais parce que ça dépend en Scandinavie, je pense qu'ils n'ont pas le problème de la sécheresse, ça, c'est plus l'Europe continentale. Ouais, voilà, j'ai pas regardé l'effet des sécheresses de 2022 en Scandinavie, mais globalement en Europe, bah déjà les fleuves sont exploités au max. On va difficilement pouvoir construire beaucoup plus de barrages hydrauliques, et aussi il va falloir composer avec le réchauffement climatique. Voilà. Donc l'année 2022, ce qu'on a vu, c'est moins 20% de production hydraulique en Europe et en France. Ouais. Je sais que ça, Et donc je sais que pour cet les années été, 2050, on peut je sais que imaginer. cet été a pas été trop mauvais pour l'hydraulique, ça a repris du poil de la bête un peu. Mais 2023, ça va, ouais. 2023, ça va. Mais voilà, Mais c'est sûr que l'avenir, avec les changements climatiques, l'avenir est un peu incertain. Et je vois en pas gros, comment on va l'année augmenter 2022, l'hydraulique. d'ici une trentaine d'années, l'année 2022 sera une sorte de norme, et donc les extrêmes, bah, les barrages produiront encore moins. Ouais. Bon, bref, Mais bon, je suis un peu tout pour rien, mais mettons effectivement dans une région comme l'Europe où l'hydraulique fournit maximum 10-15% de l'électricité. ouais. Comment Euh, on fait? je dirais la règle générale, elle vaut ce qu'elle vaut parce qu'il y a beaucoup de variations locales. La règle générale, c'est que jusqu'à 20 ou 30% de pénétration des renouvelables, les besoins de stockage supplémentaires sont très très faibles. Euh, Renouvelable variable, hein, éolien et renouvelable solaire. variable, oui. Voilà. Pas l'hydraulique, c'est renouvelable aussi, mais c'est pas variable. On fait pas de la même façon. Euh, parce que, bon, parce qu'il existe du stockage hydraulique, puis parce que, en fait, les variations sont gérées par des usines à gaz ou d'autres choses, des réserves comme ça qui sont facilement mobilisables. Et finalement, les, les, les pipelines de gaz servent de batterie à quelque part. Mais c'est pas là où on veut aller, on veut en sortir. Alors, les besoins de stockage commencent à augmenter entre 20-30% et jusqu'à 70-80%. Là, les besoins augmentent progressivement, mais restent relativement limités. Et à partir de 80%, 90% surtout, c'est là que ça devient compliqué. Et il est possible Mhm. qu'on dépasse, qu'il soit pas commode et rentable de dépasser le 90% de production électrique adossée à des batteries Mais et que le 10% bah, supplémentaire soit plus commode de l'adosser, par exemple, à du biogaz ou de l'hydrogène ou des choses comme ça, qui géreraient les voilà, derniers pourcents qui coûtent cher. c'est Et ce que j'allais dire. Alors, donc, pardon Philippe, donc, pour bien reposer les ordres de grandeur. Donc, mettons jusqu'à 70-80%. Voilà, on a assez d'études qui sont confiantes là-dessus. Éolien et solaire fournissent voilà, jusqu'à 60, 70, 80%. Bon, on a déjà des exemples, hein, d'ailleurs, en Australie méridionale, où on pourrait revenir sur ce cas-là qui peut éventuellement préfigurer de l'avenir, mais en dehors de l'Australie méridionale, il y a aussi des simulations, des études d'experts qui essaient de projeter. Effectivement, ton 70%, mettons, jusqu'à 80%, hein, sans trop de batterie, ça passe. Pour faire les 20-30% restants, bah, on a éventuellement de l'hydraulique, dans certains cas, et dans d'autres, non. D'ailleurs, Australie méridionale, il y a zéro hydraulique, donc c'est intéressant de voir ce qui se passe. il y Et en a pour un le petit reste, peu. qui est fourni ni par de l'hydraulique, ni par de l'éolien, ni du solaire, pour le reste, effectivement, ce que tu es en train de dire, c'est du gaz renouvelable, alors hydrogène, biométhane, que sais-je, enfin bref, et autres énergies, bon, bas carbone. Éventuellement, s'il reste un tout petit reliquat de gaz fossile, bon, éventuellement avec capture de carbone, mais bon, si à la limite le dernier problème à gérer, c'est 5 derniers petits pourcents de gaz fossile, on s'en sort déjà pas trop mal, quoi. Et puis Ouais. il y a le Quel, nucléaire aussi quand même, mais là, bon, quel drame imaginons on un a pays sans décarboné. nucléaire, comme il y en a quand même beaucoup. Quel drame, on a Voilà. décarboné qu'à 95%. Ce serait déjà un Voilà. résultat fantastique en attendant d'aller plus loin, mais je ne comprends pas. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais on peut pas décarboner à 100% dans l'état actuel des connaissances. Peut-être que oui, peut-être que non, mais si on décarbone à 90-95%, on a déjà, Juste l'électricité, hein, on a déjà tellement fait enfin un juste de progrès l'électricité, mais énorme c'est déjà pas que mal. il faut pas bouder notre plaisir, là. Certes, on part de loin. Peut-être juste sur ce cas, pardon, je fais un peu une obsession sur l'Australie méridionale. Là. Donc, c'est une région australienne assez isolée, d'environ 2 millions d'habitants, qui, il y a 15 ans à peu près, avait quasiment zéro renouvelable et 100% fossile, essentiellement charbon et gaz. Hein. 15 ans plus tard, ils ont 70% éolien et solaire. Un tiers des maisons ont des toitures solaires. Enfin bon, mais tu en parleras mieux que moi. Ils Ouais. ont 0% hydro, donc pas de fleuve, ou alors pas des fleuves exploitables. Et pour le moment, donc 70% éolien et solaire et 30% gaz. Et ils ont
si j'ai bien compris, un peu de batterie qui fournit 5% de l'électricité. Et ça équivaut à de l'ordre de 5 heures de batterie. Alors, je viens peut-être de. Moi-même, je ne comprends pas tout ce que je viens de raconter forcément. Le but, c'est aussi de se débarrasser de ce qui reste de gaz. Alors, je ne sais pas trop comment, mais aujourd'hui, c'est 30%. Le but de cette région, c'est demain de passer à beaucoup moins. Est-ce que tu peux expliquer déjà, je pense, il y a un choix à faire déjà entre foisonnement et stockage. Donc, on peut éventuellement mettre énormément de panneaux solaires, d'éoliens qui surproduisent et par moment, on jette le surplus qui ne sert à rien. Mais ce sera toujours moins cher que de mettre plein de batteries qui vont stocker au moment où on surproduit et qui relâchent. Donc, en quelque sorte, ce serait peut-être même moins cher de surproduire et de jeter que de mettre que d'essayer de stocker tout en batterie. Mais je pense que c'est un juste milieu à trouver et que voilà, faut voir ce qui est économiquement le plus Ouais, judicieux. là, t'es, t'es, Pardon pour cette longue t'es, interruption, mais c'est t'es pour aux donner limites des de éléments nos sur lesquels connaissances, réagir. hein? T'es aux limites de nos connaissances, hein. Pour le moment, on essaye d'estimer entre plus de batterie puis plus de foisonnement, qu'est-ce qui est le plus intéressant, et le résultat peut défendre. Veux-tu que je te parle un peu de l'Australie du Sud, des travaux de... euh, Oui, allons-y. C'est un bon cas sur lequel se pencher pour ces histoires de foisonnement, batterie, stockage, 70% de renouvelables. Enfin, oui, vas-y. Ouais. Ouais. Euh, on connaît beaucoup de choses sur l'Australie du Sud à cause des travaux d'un dénommé David Osman, qui est un Australien. Il travaille dans le réseau pour une compagnie électrique en Australie. Il a accès à quelque chose qui est intéressant, c'est-à-dire les données de comment est-ce que la météo se transforme en production électrique. C'est-à-dire avec, je sais pas moi, tel niveau de vent, combien leurs éoliennes vont produire, tout ça. Il a accès à toutes ces données-là. Et ce qu'il a fait, Osman, il a inventé un système électrique imaginaire. Supposons que l'Australie du Sud soit rendue à 105% de renouvelables. C'est le seuil qui a déterminé. Il y a un peu de foisonnement là-dessus, il y a un peu de surproduction. 105%, c'est comme 105% de la production, de la consommation moyenne ou quelque chose comme ça. Alors, il a imaginé un système avec 60%, je crois, de photovoltaïque, puis que 45% d'éolien. Et depuis 2 ans, il injecte les données météo de jour en jour pour voir, et il a adossé ça à 5% de batterie, 5 heures de réserve de batterie. Et il regarde de semaine en semaine sur ces bases-là, quel pourcentage du temps est-ce que ce système-là répond à tous les besoins réels qui ont été exprimés en Australie du Sud. Et de semaine en semaine, il trouve une moyenne de 98,9% du temps, le système couvre, avec 5 heures de batterie seulement. Le reste du temps, il suppose, ben là, à ce moment-là, il faudrait partir les usines à gaz. Mais ça veut dire à quelque part qu'on est rendu à 5% de gaz ou je sais pas quoi. Les déficits, en plus, sont pas énormes. C'est pas parce que le réseau a pas couvert que c'est pas parce que le système a pas couvert toute la demande qu'il a fourni 0%. En général, il va fournir entre 90 et 95% de la demande au moment où le vent et le soleil sont insuffisants. Et tout ça sur 5 heures de batterie. Là, il présume que quand il y a un déficit, on va partir des usines à gaz. Mais en fait, on pourrait très bien faire de la gestion de la demande aussi. Inciter les gens à moins consommer, fermer les usines comme ça. Et à ce moment-là, si ce système-là était bien développé, on n'aurait pas besoin du gaz du tout. Euh, alors, bon, il fait ça depuis 2 ans. Il y a eu pratiquement 99% de moyenne comme ça. Je pense que le pire moment, je pense que le système couvrait à 89 ou 90%. Ça a été le pire moment sur 2 ans. Donc, le déficit était pas gigantesque. Et là, il est rendu à se poser des questions supplémentaires maintenant que ces résultats-là. C'est qu'est-ce qui se passerait si au lieu d'avoir un système dimensionné à 105%, on passait à un système dimensionné à 115 ou 120%, ou si on augmentait la capacité de batterie. Alors, dans le contexte particulier de l'Afrique australe, où le soleil et le vent sont quand même assez abondants, il semble plus avantageux de faire du foisonnement. L'Australie méridionale, pas l'Afrique australe, mais Oui, je te laisse l'Australie poursuivre. méditerranéenne. Oh là 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 là. Je suis perdu, moi, en Afrique. Euh, donc, il semble plus avantageux dans ce contexte-là particulier de faire du foisonnement, d'installer plus de solaire et d'éolien qu'il en faut, et quitte à sacrifier quand il y a des surplus, que d'installer plus de batteries.
Mais on peut imaginer que dans d'autres régions, je sais pas, dans le nord de la France où le soleil est pas spécialement abondant, il se pourrait qu'il soit plus intéressant d'installer des batteries parce que le rendement des panneaux solaires est moins intéressant. Ça serait à évaluer, mais c'est le genre de questions avec lesquelles on commence à jongler actuellement. C'est comme des nouvelles pistes de recherche et de réflexion. Je sais pas si je suis clair ou si c'est des questions supplémentaires. Si, non, non, mais bah, c'est passionnant de dire, bon, la recherche a pas mal avancé aussi depuis quelques années sur ces sujets-là. Déjà, on a les retours d'expérience de pays qui sont assez avancés, on a une meilleure compréhension des enjeux, on a plus de données aussi. Euh, Est-ce que tu peux mieux expliquer cette histoire pardon, de 5 heures de batterie? Moi, ça veut dire que... non, mais vraiment, ça fait des mois aussi que dans nos discussions privées sur LinkedIn, j'ai l'air de bloquer là-dessus. Ce que je comprends, c'est qu'il faudrait que le système de batterie puisse être capable de, à tout moment, avoir la capacité nécessaire pour répondre à un besoin pendant 5 heures, au cas où il n'y a aucun autre moyen de... Est-ce que c'est ça? C'est-à-dire pendant 5 heures, la consommation nationale peut être remplie par les batteries? C'est ça que ça veut dire? Non, pas, pas exactement. Voilà, j'ai toujours pas compris. Pas exactement. Enfin, dans certains cas, oui. Dans les simulations, dans les grandes simulations qui font à l'échelle internationale, comme Jacobson aux États-Unis ou l'équipe de Breyer en Finlande, ils sont arrivés à la conclusion qu'avec 5 heures de réserve dans le système, on couvrait à peu près tous les besoins de stabilisation. Euh, y compris, euh, y compris la plupart des Dunkelflaute, les journées sans vent et sans soleil, qui sont un petit peu un embus dans le langage parce que des journées absolument sans vent, ça existe à peu près pas, et des journées sans soleil, ça existe pas. Le soleil se lève à tous les matins. Mais c'est sûr que si c'est nuageux, très nuageux, les panneaux solaires produisent beaucoup moins, mais la production est jamais zéro, faut pas l'oublier. Euh, alors donc, dans les simulations, ils disent que 5 heures de stockage devrait couvrir à peu près tous les besoins. Pour les cas vraiment particuliers, à ce moment-là, on a nos réserves de biogaz qui seraient donc gardées en réserve et pas utilisées pour de l'électricité de base, mais vraiment comme réserve de puissance. Bon, la façon dont ça marche, en fait, c'est que les parcs de batteries ont deux cotes. On va avoir un parc, par exemple, qui est capable de fournir 100 mégawatts de courant à la fois. Donc, un parc de 100 mégawatts va être capable de stocker, d'absorber 100 mégawatts du réseau pour remplir ses batteries et va être capable de restituer 100 mégawatts. Ça, c'est le débit d'électricité, la quantité de courant qui passe à la fois. Et après ça, la question, c'est combien de temps est-ce qu'on peut décharger la batterie à ce rythme-là? Et là, ça va être 4 heures, 5 heures, 2 heures. Donc, ça va être une batterie de 100 mégawatts et 200, 300, 400, 500 mégawattheures. Les batteries sont cotées pour les deux d'habitude. Alors, il y a quelques années, les batteries étaient cotées souvent pour 2 heures. Tu allais avoir 100 mégawattheures, 100 mégawatts et 200 mégawattheures. Mais la tendance actuellement est plutôt, aux États-Unis, en tout cas, c'est beaucoup avec des batteries de 4 heures. Il faudrait probablement se rendre à des batteries de 5 et 6 heures pour mieux faire. Mais dans le contexte actuel, ça répond déjà à beaucoup, beaucoup de besoins. Et bon, 2 heures, 5 heures ou 4 heures, il faut comprendre que c'est à taux de décharge maximum. C'est pas parce que le réseau a besoin d'électricité d'appoint qu'il a besoin d'aller puiser dans ses batteries qu'il va forcément les décharger à plein rythme. Si, si vous avez une batterie de 100 mégawatts, 500 mégawattheures, et que vous déchargez au rythme de 50 mégawattheures, ben à ce moment-là, votre réserve va vous durer 10 heures, pas 5. Donc, si Ok. l'appel de puissance pendant la journée, pendant la nuit est moins forte qu'en soirée à l'heure de pointe où tout le monde puise, à ce moment-là, votre batterie de 5 heures peut vous faire durer toute la nuit. Ok. Surtout Non, non, si mais à c'est minuit, clair. il se met à venter très très fort, que les éoliennes produisent plus et qu'il y a moins d'appels de puissance ou qu'on peut même commencer à recharger la batterie. Il est envisageable, selon la météo, que les batteries aient plusieurs cycles de charge et recharge chaque jour. En général, on mise sur à peu près un cycle par jour, mais dans certaines circonstances, ça pourrait être plus. Mhm. Très bien. Est-ce que, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait couvrir d'autre là dans un peu de temps qui nous reste? On peut prendre soit un autre pays ou une autre région que soit l'Australie méridionale, soit
Je sais pas, je te laisse librement voir qu'est-ce qui est intéressant à observer d'autre là dans ce domaine du stockage qui est bon, quand même assez, voilà, assez foisonnant et qui ouvre quand même pas mal de perspectives. Ouais. On pourrait peut-être parler des parcs de batteries eux-mêmes, des technologies qui sont en train d'évoluer, même à l'intérieur des parcs de batteries. Ce qui les rend Ah possibles oui, actuellement, d'accord. c'est la batterie lithium-ion, mais ça Ouais. reste une batterie qui est assez chère et complexe et que je ne dirais pas qu'elle a des problèmes de durabilité, ce serait exagéré. On pense qu'une batterie dans un parc devrait durer à peu près 20 ans. C'est à Mm. peu près les mêmes batteries que dans les voitures, mais ils sont moins stressés. Il faut comprendre qu'un îlot, là, qui est dans un casier métallique et tout ça, qui va représenter souvent un mégawatt ou quelque chose comme ça. Il faut comprendre que ces casiers-là, en général, sont chauffés et climatisés parce que sinon le soleil tape dessus puis ça chauffe beaucoup. Alors ces batteries-là fonctionnent à température à peu près constante. Alors non seulement ça assure un meilleur débit puis un meilleur stockage, dire une batterie froide fournit moins de courant, puis une batterie qui surchauffe stocke moins bien, il y a plus de résistance. Alors les gardant à température constante, ils stockent mieux, mais aussi ils vieillissent moins vite. Il y a des incertitudes sur les batteries de voitures parce qu'ils sont exposés à beaucoup de chaleur, beaucoup de froid. Au Québec, en plus, en hiver, la capacité de la batterie va baisser de 25, 30%, 40% par très grand froid parce que les réactions chimiques se passent moins bien. Mais les batteries de parc sont pas exposées à ça, sont stabilisées point de vue température et ils sont pas exposés à des vibrations non plus comme dans une voiture. Alors ils devraient être stables pour beaucoup plus longtemps, peut-être une vingtaine d'années. Ces batteries-là vont perdre un petit peu, les batteries, ça vieillit, se mettent à stocker un peu moins. Puis à ce moment-là, la stratégie en général, c'est pas de remplacer les batteries, mais c'est de rajouter les batteries pour garder la capacité nominale. Bon, les batteries sont garanties pour 20 ans. Est-ce que ça veut dire qu'à 20 ans plus un jour, on va toutes les changer? Pas forcément. C'est pas le cas pour les panneaux solaires. Ils sont garantis pour 20 ans, mais on pense qu'ils vont probablement assez bien durer 30 ans, peut-être 35. Quitte à rajouter un peu de panneaux pour garder la capacité nominale du parc. Pour les batteries, c'est un peu la même chose, sont assez stables. Et ce qui arrive maintenant, c'est des batteries, des nouvelles technologies, les batteries au sodium qui s'en viennent. Elles sont un peu plus lourdes, alors sont moins adaptées pour l'automobile, mais dans un parc, la question du poids n'a pas d'importance. Ce qu'on se rend compte aussi, les batteries au sodium on offre une très belle densité. Dans un volume donné, on a pas mal d'énergie. Alors, ça se pourrait que les batteries au sodium soient adoptées pour les voitures aussi. Elles sont plus lourdes, mais comme ils stockent plus d'énergie par volume, on pourrait peut-être utiliser des plus petites batteries au final, et donc un peu moins lourdes. Euh, donc, il y a des choses comme ça. Il y a des batteries au vanadium aussi, là, comment ça s'appelait, des flux redox batteries en anglais. Je suis pas trop sûr comment ils appellent ça en français. Ça, c'est encore un peu expérimental, mais il y a des technologies de stockage qui s'en viennent, qui sont plus intéressantes que les batteries au lithium. On pourrait dire aussi que les batteries au lithium, depuis une dizaine d'années, je pense que la quantité de lithium qu'il y a par unité de batterie a diminué de quelque chose comme 70 ou 75%. On fait une meilleure utilisation du lithium. La quantité de cobalt est en train de réduire ou même de tomber à zéro selon les chimies exactes. Alors, on parle toujours de batteries au lithium, mais à l'intérieur de cette grande catégorie de batteries, il y a eu une grande évolution depuis 10 ans. Les coûts de revient Mm. diminuent aussi à cause des techniques de fabrication. Donc, il y a des choses qui n'étaient pas possibles il y a 5 ans encore qui deviennent très possibles. Et les Gigafactories d'Elon Musk, là, qui était le nec plus ultra en 2018, quand il a ouvert la première, Gigafactory, ça fait presque rire. Là. Giga, ça veut dire qu'elle va produire 1 gigawatt de stockage par année. Là, on commence à rêver d'usines qui vont produire 1 terawatt d'énergie par année. On est rendu à une échelle 1000 fois plus grande. Alors, on n'est pas tout à Un fait là encore, mais on terawatt y de arrive. capacité de stockage. Ouais. Un terawatt de capacité Euh, de stockage, hein. C'est-à-dire 1 terawattheure, en fait. Ah, pardon, ouais, ok. Ouais. Pas s'en mêler dans les unités. Ok. C'est ça. Musk, c'est Euh, Gigafactory. Il visait l'échelle de 1 gigawatt. Je pense que l'usine de l'Arizona, je pense qu'il visait quelque chose comme 30 ou 40 gigawatts.
Et en fait, il n'a jamais complètement atteint cet objectif-là, parce que les technologies qu'il utilisait sont devenues un peu dépassées et trop chères entre le moment où il a commencé la construction de l'usine et le moment où il aurait pu la finir. Et il achète beaucoup de batteries en Chine maintenant. Alors, c'est une industrie qui bouge extrêmement vite. C'est intéressant de savoir que la quantité de ressources qui va dans chaque batterie a tendance à diminuer assez vite. Et des fois, on voit des chiffres, là, dire, oh, est-ce qu'il va avoir assez de lithium? Souvent, ces chiffres-là, c'est des estimations qui ont été faites il y a plusieurs années et ils tiennent plus entièrement la route actuellement. Oui, bah d'ailleurs, vous allez peut-être clore là-dessus. C'est entre ce que tu viens de dire sur, on va dire, l'amélioration des performances, ce qu'on a dit dans l'épisode précédent sur les métaux critiques qui s'appliquent aussi au cas des batteries, et ce qu'on a dit dans des épisodes encore antérieurs sur quand même l'indispensable sobriété. Enfin, je Ouais. veux dire, à un moment, on aura beau retourner le sujet dans tous les sens, mais si nos modes de vie actuels, tout pareil, mais avec des énergies renouvelables, bon, ça crée quand même un certain nombre de problèmes, même si c'est bon. Mais je sais pas, enfin, est-ce que tu aurais d'autres mots de conclusion Ouais. sur tout Non. ça? Un premier mot sur les batteries de stockage, il faut se souvenir que c'est un tout petit pourcentage du marché des batteries. Selon les estimations, euh, les batteries de stockage pour le réseau électrique vont représenter entre 15 et 25 ou au maximum 30% des besoins en batterie en 2030 ou en 2040. Le Hmm. gros de la Et le demande reste, va c'est pour les transports. Ouais, le gros de la demande va vers les voitures. Et ce qui Et demain, les camions, peut-être, ou les bus. ouais, les voitures, les camions, les bus, mais le gros de la demande en batterie et ce qui fait vraiment une tension sur les ressources, c'est plus la demande pour le secteur des transports que pour le secteur des stockages, Mhm. dont même si on entrevoit une très grande croissance, les besoins au complet seront pas si gigantesques que ça. Si c'était Bon, seulement après, que du 30%, stockage, c'est pas rien non plus. c'est pas rien, mais puis 30%, ça c'est comme le cas extrême, là. On parle, ces temps-ci, on parle plus de l'ordre de 15 à 20%. Euh, D'accord. Donc donc, 15-20% en gros du marché des batteries, ce serait le réseau, peut-être 25%, enfin bon, très grand max 30. Et le reste, les voitures, demain les camions peut-être, enfin, ouais, t'as le moins peut-être possible, je l'espère. t'as peut-être un 5 à 7% pour les appareils électroniques, là, ton téléphone, ton ordinateur portable, ces choses-là. Ah oui, c'est vrai, ouais, 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 Ça n'oublions existe pas. Ouais. aussi, mais par rapport à l'ensemble, c'est anecdotique. Le nerf de la guerre, c'est les batteries. C'est les batteries de véhicules. Le transport. Sur, sur Ouais, les, c'est bien de le rappeler. sur le changement des habitudes, j'ai un peu mentionné euh, nos, euh, nos systèmes étaient basés sur la fourniture d'électricité à un niveau très très stable et assez continu pendant la journée. Ça a encouragé, je sais qu'en France, ils ont beaucoup encouragé la consommation d'électricité la nuit. Dans mesure du possible. Si on s'en va vers un système où il y a beaucoup d'électricité solaire, cette recommandation-là devient caduque. À ce moment-là, il devient important d'utiliser le maximum d'électricité pendant le jour. Parce que c'est à ce moment-là qui est disponible, puis on veut quand même en stocker le moins possible. Donc, au terme des usages, en termes d'usage, ça risque de changer. J'ai évoqué tout à l'heure la question du chauffage des maisons, de l'utilisation des maisons comme chauffage thermique. À ce moment-là, on pourrait stocker de la chaleur pendant le jour ou peut-être la nuit quand il vente très très fort et que beaucoup de courant est disponible. Il faudrait accepter des variations de température, accepter que certains jours c'est correct et souhaitable de chauffer à 24 et de laisser tomber la température tranquillement à 18 dans les jours qui suivent, plutôt que de garder cet idéal de 18 très stable qui correspond en fait à un monde où la fourniture d'électricité est très stable aussi. Si la, si les, J'avais jamais entendu parler de cette idée effectivement, d'ajustement et de comportement avant l'entretien d'aujourd'hui. Ouais. ouais. C'est comme la production Et justement, d'hydrogène. de stockage thermique, voilà. Et comme la production d'hydrogène, idéalement, il faudrait la faire les jours où il y a des surplus d'électricité, où il faudrait faire de l'effacement. Là, on redirigerait l'électricité en surplus qui serait perdue pour faire de la production d'hydrogène. La grande question actuellement, c'est est-ce qu'on peut rentabiliser une usine sur cette base-là, par production un peu intermittente?
et stocker de l'hydrogène, la restocker sous forme, par exemple, d'ammoniac plus tard, et la garder en réserve pour les jours de Dunkelflaute, là, les jours où il y a très peu de soleil et très peu de vent. Mais ça, c'est... Mm. Il y a beaucoup de réflexions là-dessus. On n'est pas encore tout à fait rendu là. C'est un peu incertain. C'est quelque chose qu'on va découvrir au fur et à mesure, je pense. La vraie question, c'est qu'actuellement, il n'y a pas assez de surplus, il n'y a pas assez d'énergie renouvelable variable pour qu'on puisse vraiment commencer à explorer ça. Mais si on augmente le taux de pénétration, à un moment donné, il va y avoir des surplus importants qu'on va vouloir utiliser. Et je pense pas que tout va aller vers des batteries. On n'a pas besoin de tant d'énergie stockée. Hmm. Ce sera le mot de la fin. Voilà. Merci Philippe. Je vais retourner. Alors, je suis en train de débunker un post de fake news sur la pompe à chaleur. Ah mon On Dieu. est le 23 octobre au moment où on enregistre ça, mais là, on a affaire à un sacré spécimen. Là, déjà, il racontait n'importe quoi il y a quelques mois sur le bisphénol A des éoliennes, etc. Bon, bref. Là, c'est sur la pompe à chaleur. Bref, et la loi de Brandolini est cruelle et cela me prend du temps. Donc, je vais aller finaliser, recouper mes sources et poster. Ouais. Tu seras libre de réagir. C'est un C'est, peu c'est, hors sujet par rapport au sujet du jour du j'aime- stockage, mais Dieu que c'est fatigant. Mais au moins, par le débunkage, on apprend des choses. J'ai appris des choses par cet exercice, beaucoup de choses sur les analyses de cycle de vie des pompes à chaleur et quelle est on va dire, la diminution réelle des émissions de gaz à effet de serre. Parmi les réponses, la diminution est plus ou moins importante dans la mesure, enfin, elle serait d'autant plus importante si l'électricité qui alimente la PAC électrique est bas carbone. Si elle est très carbonée, évidemment, le gain est moindre, mais il existe quand même. Bref, tout ça prend du temps. je peux dire sur les pompes à Vas-y, chaleur. vas-y, ouais, dis quelque chose. Ouais, c'est un autre sujet, mais c'est la nouvelle. Ouais, c'est encore une des cibles des fake news, manifestement, de l'industrie pétrolière qui on- regorge d'idées pour décrédibiliser. Bon, bref. des pompes à chaleur, on en installe au Québec depuis 40 ans. Mes parents en ont depuis le milieu des années 80, quelque chose rendu à la troisième pompe à chaleur dans leur maison, et chaque génération de pompe à chaleur était plus performante que l'ancienne. Dans les années 80, quand le Québec a implanté ça, c'est un programme qui s'appelait Biénergie. À l'époque, tout le monde avait des fournaises à l'huile, c'est-à-dire, comment ça s'appelle, des chauffages au mazout, au fuel, quelque chose comme ça. C'était un peu le standard, plus que le gaz au Québec. Et à ce moment-là, l'idée, c'est que la pompe à chaleur fonctionnait la plupart du temps sur l'électricité qu'on avait en surplus à l'époque. Et quand on tombait en bas de -12 et que la pompe à chaleur fonctionnait plus, que son rendement diminuait, là, le chauffage à l'huile embarquait et puis compensait durant les grands froids. Ça, c'était le truc initial. Et quand mes parents ont changé à leur deuxième pompe à chaleur, la technologie s'est améliorée et à vrai dire, on n'avait plus besoin de la fournaise à l'huile. Alors, ils ont carrément supprimé la fournaise à l'huile, le réservoir de mazout, et maintenant, ils sont chauffés uniquement que par la pompe à chaleur. Et leur troisième pompe à chaleur qu'ils ont installée récemment fonctionne jusqu'à -25 en mode avec un COP. J'imagine que le COP diminue rendu à -25. Mais l'hiver passé, on a eu 2 journées, je pense, où ça tombait à -28 la nuit. Et la pompe à chaleur fournissait. Ils n'ont jamais eu froid dans leur maison. Et ils n'ont aucun chauffage d'appoint, à part la pompe à chaleur. Ajoute à ça que la pompe à chaleur, c'est intéressant parce qu'elle va servir pour faire la climatisation aussi de façon efficace pendant l'été. Donc, c'est intéressant. Et je me dis que si les pompes à chaleur fonctionnent bien au Québec avec le climat rigoureux qu'on a, j'ai aucun doute qu'ils vont très bien fonctionner en France. Euh, il y a aussi que quand ça s'est implanté euh, dans les années 80, on a remplacé beaucoup de ce chauffage au mazout par du chauffage électrique, en partie par des pompes à chaleur sur les maisons. Dans des appartements comme où j'habite, c'est des plaintes électriques, c'est du chauffage à résistance, là. Ça, c'est moins efficace, forcément. Mais si on a une maison où on remplace un chauffage à résistance, vous en avez beaucoup en France, si on le remplace par une pompe à chaleur, elle va dire la consommation électrique de la maison diminue. La pompe à chaleur fait une utilisation plus efficace de l'électricité. Donc, c'est pas sûr que de rajouter des tas de pompes à chaleur en France va forcément augmenter la consommation électrique si on remplace non seulement du chauffage fossile, mais aussi une partie du chauffage par résistance par des pompes à chaleur.
Alors, C'est ce que je non répondrais. mais Ton type, je sais de qui tu parles, là, qui raconte un peu non n'importe mais quoi. parce qu'effectivement, Lui, il dit il y aura jamais assez d'électricité pour toutes ces pompes à chaleur. Mais en fait, non mais alors selon ce c'est qu'on... facile. Enfin bon, Bon, c'est un peu n'importe quoi, mais en plus, la consommation d'électricité pourrait en réalité réduire si on remplace beaucoup de chauffage par résistance par des pompes à chaleur. non mais oui, non mais il y aurait tellement d'angles par lesquels objecter. Bon, et effectivement, tu cites la supposée vulnérabilité au froid des pompes à chaleur. Bon, comme si on avait attendu ce monsieur pour se poser la question. Bon, c'est au Québec, comme tu le cites, mais aussi en Scandinavie, ça fait longtemps qu'on a du retour d'expérience. En effet, il y a un point au-delà duquel on perd en rendement, mais les performances s'améliorent. Bon, là, sur ce point-là, je te laisserai peut-être compléter ma réponse, n'hésite pas, sur les réseaux. Mais là, sur ce point-là en particulier, je me contente de renvoyer vers des articles du New York Times, du Washington Post sur ce sujet du froid. Hmm. Mais enfin, malheureusement, il y a tellement d'approximations et même de mensonges dans son post, je ne peux pas tout reprendre un par un à fond. Quoi. Bon, bref, on a autre chose à faire. Et déjà, des gens lui ont répondu sur son post aussi. Quoi. Donc, voilà. Merci Philippe, je te laisse sur cette digression. Au Voilà. revoir. Et merci de m'avoir invité une fois de plus. C'est toujours très Oui, non, agréable. non, c'est toujours un plaisir. Salut. Au revoir.